Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal d'information. Voilà ce que l'on peut retenir tout d'abord dans cette édition du mardi 14 avril. C'est en ce moment la semaine de l'école maternelle, l'occasion d'aller sur le terrain, à Trappes, pour voir quels sont les nouveaux dispositifs mis en place pour l'accueil notamment des moins de 3 ans. La carte scolaire qui fixe les ouvertures et les fermetures de classes dans le département se peaufine. Dans les Yvelines, 88 ouvertures de classes sont prévues. Nous faisons le point sur notre secteur. Et puis, demi-finale régionale à Versailles du 5e trophée d'impro culture et diversité. Aujourd'hui, 8 villes de France y participent. Un succès pour cette discipline qui prend toute cette lettre de noblesse. Mais avant de démarrer ce journal, direction Magny-les-Hameaux pour retrouver Mélanie Poquet et William L. C'est en ce moment même la remise du prix Waze Up pour inciter les salariés d'entreprise à utiliser le covoiturage. Un concours a été lancé et plusieurs lauréats sont récompensés ce soir. Mélanie, bonsoir, vous vous trouvez à Magny-les-Hameaux. Oui Catherine, je suis ici avec Julien Honard, le fondateur de Waves Up. Alors Julien, est-ce que vous pouvez me faire un bilan du Waves Up Tour ? Alors le Waze Up Tour, c'était organisé en partenariat avec la communauté d'agglomération, la Casqui, avec 3 entreprises, Renault, Snecma et Ilti. Le Crédit Agricole, Snecma ne participait pas. Et donc il y a eu à peu près 15 000 personnes qui ont été ciblées par la communication. On a du coup 200 nouveaux inscrits sur la plateforme, 700 messages envoyés et 30 personnes qui covoituraient pour la première fois, donc pendant les 2 mois du Waze Up Tour. Et est-ce que vous avez eu un retour de ces participants ? Alors les participants, on en a une partie qui sont ce soir à la soirée de remise de prix, ils vont témoigner tout à l'heure. Ce qu'on se rend compte en fait, c'est que c'est vraiment le premier covoiturage qui est décisif, parce qu'aujourd'hui la plupart de ces 30 nouveaux équipages continuent à covoiturer et continueront à covoiturer après le Waze Up Tour. Donc c'est vraiment important d'avoir un déclencheur, donc c'était le petit jeu ludique avec la mascotte qu'on a mis en place qui leur a permis de finalement se dire allez, je vais commencer aujourd'hui. Voilà Catherine, c'est ce qu'on pouvait dire sur le Waze Up Tour. La cérémonie va bientôt commencer. Voilà, merci Mélanie qui était en direct depuis Magny-les-Hameaux. Merci Mélanie pour la remise de ce prix Waze Up pour inciter les salariés d'entreprise à utiliser le covoiturage. On change de sujet, on va parler éducation maintenant. L'école maternelle dès l'âge de 2 ans dans les Yvelines, une trentaine d'établissements expérimentent la formule, dont la ville de Trappes est exemple justement avec l'école Hélène Boucher. Ce matin, l'établissement a reçu la visite du directeur académique des Yvelines, Michael Elmidoro et William L. L'école maternelle à partir de 2 ans, la ville de Trappes s'est lancée dans ce projet en 2013. Aujourd'hui, 4 établissements de la commune dont l'école Hélène Bouchon ont ouvert ses classes spécifiques. Objectif, développer la socialisation des enfants dans les quartiers jugés sensibles. On s'est rendu compte que, après enquête, que 73% des enfants de Trappes n'étaient pas socialisés. C'est énorme. Donc ils arrivent à l'école à 3 ans. Ils n'ont pas de langage très fourni, ils n'ont pas la socialisation, ils ne connaissent pas, certains d'entre eux ne sortent pas de chez eux. Donc il fallait intervenir au plus vite et au plus tôt, de façon à ce que les enfants soient socialisés, apprennent le langage. Pour développer le vocabulaire des enfants, plusieurs ateliers sont programmés. Les sessions sont animées du lundi au vendredi par 3 encadrants, une enseignante, une ATSEM et une auxiliaire de puériculture. Des activités motrices. Beaucoup, parce qu'ils en ont besoin, mais après des activités de manipulation, des activités de transvasement, de la peinture, de la peinture à modeler, beaucoup de choses qui vont les attirer en fait. Les coins-jeux, la dinette, les poupées, voilà. Ce programme concerne une trentaine d'établissements dans le département des Yvelines, un dispositif qui pourrait être étendu dans les prochaines années. Alors c'est un programme qui est assez développé dans le département des Yvelines. On souhaite le renforcer dans le même esprit de collaboration avec l'ensemble des partenaires, avec des compétences multiples bien entendu, et peut-être aussi gagner au-delà des territoires de l'éducation prioritaire où il est davantage installé, de manière à renforcer la scolarisation des 2 ans qui mérite de l'être dans le département. L'école maternelle à partir de 2 ans a un coût, 220 000 € par classe chaque année.
Justement, que pensez-vous de l'école maternelle ouverte aux enfants dès l'âge de 2 ans? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Trappes, l'une des communes, vous venez de le voir, qui permet l'accueil des moins de 3 ans. On écoute vos réponses. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Alors là, moi je suis contre, parce que bon, c'est des bouts de chou, hein, c'est des bébés à 2 ans, ils sont beaucoup trop jeunes. C'est mieux de les mettre dans une structure comme la crèche, par exemple. Moi, je trouve que c'est bien parce que l'éveil des enfants aujourd'hui, même s'il est très bien fait par les nourrices ou par les crèches, c'est parfait. Mais je trouve qu'il y a des enfants qui sont prêts à 2 ans et demi à aller à l'école. Moi, j'ai mis mes filles à l'école, elles avaient tout juste 2 ans et demi, c'était parfait. C'est trop tôt. Pourquoi? Parce qu'à 2 ans, ils ne sont pas forcément propres. Et puis ils ont besoin de sommeil, et puis ils sont petits encore. Hein. Pourquoi pas, oui, effectivement. Ça peut déjà d'une part sociabiliser les enfants, et puis par ailleurs, un enfant, plus tôt il apprend une langue, mieux ça vaut, que ce soit le français ou une autre. Donc pourquoi pas, oui, ça peut être une bonne solution. On les met déjà à la crèche, donc... Voilà, on le voit, des avis assez partagés. Allez, on va rester dans le domaine de l'éducation avec la carte scolaire. 946 élèves de plus dans les écoles du département l'an prochain. Des augmentations d'effectifs concentrées essentiellement sur les écoles élémentaires. Et la carte scolaire vient d'être dévoilée. Nous faisons le point justement sur les ouvertures, mais aussi les fermetures dans notre secteur. L'an prochain, les écoles du département devraient accueillir 837 enfants de plus dans les écoles primaires, 100 élèves supplémentaires en maternelle et 9 élèves en CLIS, classe spécialisée pour les enfants souffrant d'un handicap. Pour ce faire, l'inspection académique dispose de 75 emplois supplémentaires. 88 ouvertures de classes sont donc prévues à la rentrée prochaine. Sur notre secteur, cela concerne les villes et les établissements suivants. Guyancourt, école Mermoz, école Langevin. Montigny-le-Bretonneux, école Verlaine, école Chénier. Trappes, école Curie, Jean Jaurès, Georges Sand, Stendhal, Massé et Clément. Voisin-le-Bretonneux, école Grandîle. Bois d'Arcy, école Barrault. Maurepas, école Malmedonne et La Marnière. Plaisir, école Jantet, Camus et Fournier. À Plaisir, également une ouverture à l'école Gérard Philippe pour permettre l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Enfin, à Saint-Cyr-l'École, école Joannet et Joliot-Curie. L'inspection académique en fonction de la démographie opère aussi à des fermetures de classes. Elles seraient au nombre de 60 pour la rentrée prochaine. Sur notre secteur, cela concerne l'école du Berceau à Elancourt, l'école du Parc du Château à La Verrière, les écoles Le Village, Chénier, Dumas et Les Iris à Montigny-le-Bretonneux, l'école Cocteau à Trappes, l'école du Lac à Voisin-le-Bretonneux, mais également l'école du Parc à Bois d'Arcy, l'école Henri Proulx au Clé-sous-Bois, l'école Camille Claudel à Plaisir et l'école Romain Roland à Saint-Cyr-l'École. Ces mesures seront soumises à l'avis du Conseil départemental de l'éducation nationale qui se tiendra au mois de mai prochain. Allez, politique maintenant. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a toujours pas voté son budget. Celui-ci était prévu début avril, mais finalement repoussé en raison de l'élection municipale partielle de Voisin-le-Bretonneux, car sans les élus de droite de Voisin, l'agglomération aurait été majoritairement à gauche. Une situation plus qu'inconfortable pour la nouvelle majorité menée par Michel Laugier. Mais qui dit vote du budget repoussé, dit aussi nouveau débat d'orientation budgétaire à tenir. C'était donc ce lundi soir. Un débat qui a tourné court. Vous le voyez sur ces images. L'opposition n'a pas souhaité siéger. Le quorum n'étant donc pas atteint, la séance a été levée après 5 minutes seulement. Une opposition qui, par la voix de sa chef de file, Sandrine Grandgambe, évoque, écrit-elle dans un communiqué, une mascarade. Ce débat intervient sans éléments nouveaux, dit-elle, notamment au niveau des audits qui sont au cœur des discussions autour de la construction de ce budget. Et puis la majorité, elle, dans un contre-communiqué, a estimé hier soir que la gauche, par son absence à ce débat d'orientation budgétaire, évite le débat plutôt que de proposer des solutions. Michel Laugier, le président de la CASKI, regrette une attitude politicienne peu en phase avec les attentes des Saint-Quentinois. Un nouveau débat d'orientation budgétaire est prévu ce vendredi. Le vote du budget pourrait lui intervenir le 25 avril prochain, soit près d'un mois après la date légale du 31 mars. Et un budget que les élus savent contraint en raison notamment des baisses de dotation d'État. Et en matière de budget toujours, le nouveau conseil départemental s'est réuni ce mardi matin dans le cadre donc du débat d'orientation budgétaire, préalable au vote du budget qui interviendra ce vendredi. Un contexte là encore compliqué pour les élus, le département devant faire face à une baisse de dotation globale de fonctionnement de 129 millions d'euros sur 3 ans. Et je vous rappelle que le budget global du département est de 1,2 milliard d'euros par an.
Allez, on va quitter la politique pour un autre domaine, celui du théâtre d'impro, un domaine qu'on peut estimer plus calme, en tout cas plus souriant. Ce lundi, c'était la demi-finale du Trophée interrégional Culture et Diversité, demi-finale qui s'est déroulée au théâtre Montancier de Versailles. Yolène Torres et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. On regarde ce sujet et nous retrouvons ensuite nos invités pour en parler plus longuement. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée de l'improvisation, 1 minute 37 secondes. 1 minute 37 secondes pour se concerter avant de laisser place à l'improvisation. Ici, au Théâtre Montancier de Versailles, ces collégiens venus de toute la France participent au tournoi interrégional de trophée d'impro Culture et Diversité. Le tournoi prend de l'ampleur, 4 villes ont fait leur entrée cette année, Brest, Chambéry, Lyon et Paris. Elles ont rejoint les abonnés du début que sont Bordeaux, Lille, Rochefort et Trappes. Et ça, c'est succulent de savoir que le virus de l'impro commence à se diffuser sur notre pays. Ça me semble être une bonne chose, une très bonne chose. Parce qu'on voit bien, on investit des théâtres de renom. Et c'est pas pour rien. Et voilà, il y a un centre national à Cavaillon. Et aujourd'hui, on est à Montancier. Donc on voit bien qu'il y a une vraie reconnaissance et de la culture, du monde de la culture, qu'on n'avait pas jusque-là. Donc ça, c'est aussi porteur d'espoir pour le développement de cette discipline. J'ai même pas mal. Je me coupe. Et moi? Vas-y, marre. Il est même pas molle. Les élèves se sont entraînés tout au long de l'année avec des comédiens professionnels et tentent aujourd'hui de remporter les suffrages du public. Tous veulent leur ticket pour la finale. Bonjour et bienvenue dans Cuisine Magazine. Aujourd'hui, nous recevons Grigri et son fameux livre de recettes. Ça va, Grigri? Ah ben oui, ça va très bien. On est tous ensemble et ce qui est bien, c'est que par rapport au théâtre, on n'a pas d'apprentissage à faire ni rien, donc on est libre quoi. Et puis ça débloque un peu quand on est timide justement, et donc voilà, ça nous aide bien. Bordeaux et Rochefort sont finalement les grands gagnants. Ils rejoignent les villes de Trappes et de Lyon pour la finale le 18 mai prochain à la Comédia à Paris. Et on continue à parler de théâtre d'impro avec nos deux invités. Grégory Pagano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association Trophée d'impro Culture et Diversité. Et Alain Degois, dit Papy, on ne vous présente plus. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je peux dire que vous êtes directeur artistique du Trophée Culture d'impro Culture et Diversité. Alors, merci à vous deux d'être en plateau. Le Trophée Culture et Diversité, 5e édition. Ça a démarré au départ avec 4 villes. Cette année, il y en a 8. Il y en aura bientôt 12. Plus 16. On est comme ça, on ne s'arrête plus. Ah oui, ça n'arrête pas de grandir. Comment vous expliquez un tel succès? Le succès, on l'avait déjà confirmé ici sur Saint-Quentin avec la compagnie des Clics Théâtre. Et effectivement, avec Jamel, on a eu cette envie d'aller plus loin, d'étendre le territoire. Et la France nous semble un territoire sympa, un terrain de jeu sympathique. Et donc, avec la Fondation Culture et Diversité, Éléonore de la Charrière et son papa, nous sommes partis effectivement conquérir la France. Alors la France se laisse facilement conquérir parce qu'effectivement, je dis, ça n'arrête pas de monter d'année en année. C'est vrai que l'improvisation, c'est quelque chose qui est assez populaire et de plus en plus. Ça représente un avantage peut-être par rapport à d'autres pratiques artistiques, qu'elle est très facile d'accès et assez séduisante pour les jeunes. Après, moi, j'invite tout le monde à faire du théâtre, de la musique, de la danse et toutes les formes artistiques possibles. Mais c'est vrai que... Toutes les formes qu'on retrouve aussi dans le théâtre d'impro. Hein. Exactement, puisque en impro, on s'inspire de tout ce qui existe. Et en fait, on peut venir assez facilement à l'improvisation. Après, quand on y est, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu plus dur que ça et qu'il y a du travail à faire. Oui, il y a des codes quand même. Voilà. Il y a des codes, il y a effectivement tout ce travail d'apprentissage de la scène, d'apprentissage de son humanité à donner à voir et tout. Et on voit bien que là, on a des gamins, encore une fois, qui viennent de partout, qui se rencontrent et qui sont tellement heureux de vivre la même aventure de créative que ça Grégory et moi, ça ne fait que nous motiver à faire en sorte que ça se répande encore plus. Quel est le public qui est concerné? C'est vraiment un public de collégiens, sur des quartiers particuliers ou notre projet, il est effectivement centré sur les collèges et sur principalement les quartiers issus de l'éducation prioritaire. Maintenant, on s'est rendu compte aussi que la mixité, c'était quelque chose d'intéressant de façon générale, mais que ça fonctionnait très bien en improvisation théâtrale. Donc on ouvre aussi à des collèges qui ne sont pas issus de l'éducation prioritaire. Alors ce trophée, pour donner des chiffres, moi j'aime bien donner des chiffres. Hein, ce sont 280 collégiens concernés, 370 heures d'ateliers d'improvisation et 28 matchs. Quand je parle de booster aussi, parce que ça prend, est-ce que le fait que le président de la République
voilà, François Hollande soit venu promouvoir le théâtre d'impro. Est-ce que ça amène quelque chose Non, mais ça aide. Quand on fait un documentaire aussi sur Jamel, est-ce que ça aide aussi? Le documentaire a beaucoup aidé, ouais. Encore plus que le président. Je suis Ah, désolé pour lui, plus mais Jamel Debbouze étant très populaire, le documentaire de Mélissa Thériault, évidemment, il a amené beaucoup d'images positives. Et c'est vrai qu'on le voit sur le développement, là où jusqu'à maintenant on était nous en train d'aller démarcher les compagnies de théâtre partout en France. Aujourd'hui, c'est elle qui nous appelle en fait pour intégrer le trophée. Donc, dans une position aujourd'hui qui est assez intéressante, où on peut vraiment choisir les gens avec qui on travaille et garder un niveau de qualité très exigeant. Quelle est la place aujourd'hui du théâtre d'impro dans le milieu scolaire? Ça y est, c'est inscrit dans les programmes? Pas tout à fait. Alors, c'est pas encore inscrit dans les programmes. Il y a des circulaires qui existent en disant regardons de plus près cette discipline théâtrale particulière, motivez-vous. On sent qu'il y a un élan, une motivation, un regard particulier. Ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale, effectivement, regarde ça de très près. Et maintenant, il faut que ça passe dans une sorte de grande machine. Mais on voit bien qu'il y a comme un intérêt maintenant qui n'existait pas il y a encore 5 ans pour l'improvisation théâtrale. C'est vrai que jusqu'à maintenant, l'improvisation théâtrale, elle souffrait quand même d'une image pas toujours très positive de la part des personnels de l'éducation. C'est quoi l'image pas positive? De fois, vous le dites, Grégory, alors c'est quoi l'image pas positive? C'est qu'il y a des gens qui voient ça comme... Dites-le, Grégory. On a eu par exemple un rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale où il y avait un inspecteur qui nous disait, bon, pour moi, je voyais ça comme un défouloir, l'improvisation. Parce que effectivement, on a l'impression que par la liberté que ça apporte, on va pouvoir faire tout et n'importe quoi. Sauf que nous, on explique et on montre par notre travail qu'au contraire, c'est très structuré, qu'il y a des règles, qu'on apprend à respecter l'autorité, qu'on apprend à travailler avec les autres. Et donc, c'est des choses qui intéressent beaucoup, au contraire, l'éducation nationale. Et d'ailleurs, dans les choses très concrètes qui a eu lieu cette année, c'est une annonce conjointe de la ministre de la Culture et de la ministre de l'Éducation nationale qui ont défini les nouvelles priorités de l'éducation artistique et culturelle et au sein desquelles figure l'improvisation théâtrale. Donc ça, c'est une vraie avancée concrète. Donc ça avance. Pas assez vite pour Alain Debois. Ça avance pas assez vite. Il faudrait le texte qui dise allez, ça rentre. Une véritable accélération, c'est-à-dire qu'on a piétiné, on n'existait pas, on était à l'arrêt, ça a piétiné. Et je suis très content d'avoir été opiniâtre sur l'improvisation théâtrale, notamment ici, pour montrer qu'il y a un vrai savoir-faire dans les Yvelines et notamment sur Saint-Quentin, que ce savoir-faire a été reconnu, que du coup ça fait école. Et voilà, j'en veux pour preuve que même des gens de Bayonne sont arrivés en disant mais on regarde ça, nous, de Bayonne, depuis longtemps, on est venu voir, on aimerait faire pareil. Les villes viennent à nous. Ah, c'est formidable. Venez à nous. Là. Dernière question, qu'est-ce que ça peut apporter à un jeune? On entendait une jeune fille dire moi j'étais un peu timide, ça m'a aidé. C'est ça permet de dépasser sa timidité, ça permet de libérer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Absolument, mais de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, là d'être dans cette contrainte temporelle forte et d'être obligé de tenir compte de ce que j'ai pour pouvoir construire des histoires. On s'aperçoit qu'on est rempli d'émotions, d'états, de sentiments, de personnages et une facilité aussi à pouvoir l'exprimer. Donc oui, c'est un super vecteur de révélation pour l'individu et notamment des jeunes qui sont en pleine construction de personnalité eux-mêmes. Je pense que à cet endroit-là, de ces jeunes de cet âge-là, oui, c'est un catalyseur. Il faut rappeler que c'est une discipline qui est mixte. Ça, c'est important. Et absolument. Oui, bien sûr. On défend ça aussi beaucoup. Je ne sais pas si c'est la parité, mais en tout cas, la mixité, elle y est. Oui, non, mais on défend même la parité parce qu'on essaye toujours que les équipes soient constituées de 3 garçons, 3 filles. Et c'est vrai que si on laissait faire les choses, il y a des années où il y aurait plus de garçons, des années où il y aurait plus de filles. Comme il y a un semblant de compétition dans l'improvisation théâtrale et qu'on veut gagner les compétitions, eh bien, des fois, on veut privilégier si les garçons sont meilleurs, les garçons, si les filles sont meilleures, les filles. Alors nous, on défend le fait que chacun a sa place et qu'on peut aussi être tous ensemble. Donc la parité, ce n'est pas qu'en politique, c'est aussi au théâtre d'impro. La finale nationale, ce sera donc à Paris à mi-mai. Un petit cocorico, parce que Trappes s'est déjà qualifié. C'était à Cavaillon. Trappes s'est qualifié. Là, on a vu la demi-finale à Montancier, mais il y avait déjà une demi-finale avec Trappes, et Trappes s'est qualifié. Absolument. Les locaux sont de la finale. Ils sont bons, mais ils sont rodés aussi. Oui, Déclic Théâtre, c'est une expérience depuis plus de 20 ans. Donc forcément, la coach Amel Hamzian, par exemple, qui a amené les jeunes sur ce tournoi, elle connaît toutes les techniques par cœur. Et le vivier se renouvelle facilement?
Levier sur nouvelle de fait parce qu'on reste sur les collèges, donc les élèves passent et d'autres arrivent. Voilà. Et là, c'est vrai de le souligner, la spécificité aussi de Trappes, c'est d'avoir un coach qui est là, qui fait partie, qui est issu aussi de ce travail, qui a une forte connaissance. Et on voit bien que la différence, souvent, c'est pas tant les élèves qui sont tous les mêmes, avec toute leur velléité à vouloir jouer, c'est surtout aussi l'expérience des encadrants dans la pratique du match d'improvisation théâtrale. Et on peut toujours révéler des pépites. Il y en a toujours. À chaque fois, il y a effectivement une jeune fille ou un jeune homme qui est là et on se dit « Ah, si celui-là continue, si celle-là, effectivement, développe encore plus sa capacité à jouer, ça pourrait être quelque chose d'assez étonnant. Quand le reportage est passé, vous regardiez le reportage, vous disiez « Ah, celle-là, elle est vraiment bien. » Effectivement, on voit tout de suite le jeune qui va avoir le petit truc en plus. Qui va pétiller, qui va être là, qui va avoir un sens de la scène, un sens de la répartie et surtout un plaisir immense à jouer et à participer à la création collective qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est formidable. Et puis, il y a ça qui nous amuse à regarder, évidemment, mais c'est aussi toutes les petites révélations humbles et quotidiennes que ça peut créer chez des jeunes. On a des jeunes qui se mettent à la lecture grâce à ça, on a des jeunes qui se mettent à échanger avec les autres, à s'ouvrir sur le monde. Et peut-être qu'ils ne feront pas une grande carrière artistique, mais en tout cas, ça va les aider dans leur vie à aller mieux et ça leur fera du bien et c'est déjà beaucoup. Alors, que du positif, le talent pro, c'est que du positif. Comme ça, on est comme ça, que du positif. Merci en tout cas à vous deux d'être venus en plateau. L'association Rêve, maintenant, porte bien son nom. Elle offre de réaliser des souhaits à des enfants malades. L'association existe depuis 21 ans au plan national et depuis 2 ans dans les Yvelines. Une quarantaine d'enfants, pour la plupart suivis à l'hôpital Mignot, est ainsi accompagnée par l'association qui propose plusieurs animations comme ce week-end au Chesnay. Mathilde Capverne et Maxime Lemaine. Austin, Ferrari, Porsche, Maserati, une trentaine d'enfants de l'association Rêve réalisent un city tour à bord d'une de ces 18 voitures de collection. Une journée récréative organisée en partenariat entre la ville du Chesnay, la Jante chénaisienne et l'association Rêve qui existe depuis 2 ans dans les Yvelines. Le but de cette association, exaucer les vœux les plus fous des enfants et adolescents atteints de pathologies graves. Depuis, 35 rêves ont été réalisés. Voyages, rencontres sportives, parcs d'attractions. En plus des souhaits, elle organise également plusieurs événements tout au long de l'année. On organise des manifestations pour recueillir des fonds, où là on présente l'association. Et aujourd'hui, c'est une autre sorte d'événement, c'est une journée récréative. Donc là, ce sont des enfants où on a recueilli le rêve, soit qui a été réalisé, soit est en attente. Et on organise une journée ludique où on invite toute la famille pour leur apporter un bonheur supplémentaire. Après la promenade, les familles ont profité de nombreuses animations, comme Géraud, qui a déjà réalisé son rêve, celui de visiter le zoo de Thoiry. J'ai vu des lions, des tigres. On passe un tour en voiture pour voir des animaux. Et il y a un tour, on peut passer à pied pour voir des animaux qui sont en cage. Déjà, c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour les familles qui ont des soucis. Et puis, c'était important parce qu'au milieu de la maladie, au milieu de tous les séjours à l'hôpital, c'était une bouffée d'oxygène pour toute la famille. Une parenthèse, le temps d'oublier la maladie. En 21 ans d'action, plus de 4000 vœux se sont accomplis. De quoi rêver encore longtemps. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18h en direct. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le 7-8 politique consacré en 3 grandes parties à l'élection municipale partielle de Voisins-le-Bretonneux. Les 4 candidats du 2e tour seront en plateau. Une émission présentée par Wilfried Richis. Je vous souhaite une excellente soirée.